C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, nous revenons en Savoie. Nous allons prendre des nouvelles de ce gouvernement de Savoie. Thierry Bécourt, bonjour. Bonjour à vous. Bon, écoutez, d'abord un grand merci pour cet enthousiasme du matin, parce que en plus on commence avec le sonneur. Alors bon, sonner un petit peu avec les cloches de la Savoie, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Alors vous avez proclamé l'indépendance du territoire par une déclaration officielle, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi forcément votre première interview ici sur Doxin, par une déclaration officielle fondée sur des principes et des traités internationaux que vous dites vérifiable, et vous pouvez nous rappeler peut-être un petit peu le fond de l'histoire. C'était le 27 octobre dernier, et puis alors le 10 avril dernier, une vingtaine de policiers ont fait irruption dans le restaurant face à la cour d'appel de Chambéry, devant 60 convives abasourdis, dites-vous, pour une arrestation musclée et violente du président du gouvernement de l'État de Savoie et des ministres de l'Intérieur, de l'Instruction, des Relations publiques et de la Sécurité civile qui l'accompagnaient. Et donc, évidemment, vous dites arrestation violente et injustifiée. Thierry Bécourt, alors, vous êtes justement le président de ce gouvernement de Savoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'abord sur ce gouvernement, enfin, ce que vous appelez ce gouvernement, et puis peut-être nous expliquer ce qui est arrivé ce jour-là, ce 10 avril, quand les policiers sont arrivés. Puis ensuite, on va aller dans le fond du sujet. Est-ce que c'est pas un peu normal que les policiers, à un moment donné, quand vous dites nous sommes indépendants, on se sépare de la France, jouent leur rôle de protecteur de l'État français? Oui, alors on va essayer d'être très synthétique parce que vu le temps qui nous est accordé, ça va être compliqué. Par contre, en fait, vous aurez toutes ces informations sur le site. Hein, donc, je pense que vous mettrez les coordonnées. C'est facile. Hein, c'est savoie-gouv, effectivement, .org. Donc en fait, simplement pour vous dire que déjà, alors quand on parle comme ça d'une façon tout à fait naturelle, on se dit tiens, le gouvernement, ce que vous appelez le gouvernement. Déjà l'idée de déjà présenter gouvernement, c'est déjà compliqué parce qu'on est déjà tellement dans une dynamique formatée politique qui nous dit qu'un gouvernement, ça ne peut qu'être que représenté par des gens qui viennent de grandes écoles, des gens qui ont un nom. C'est pas un problème de grandes écoles, c'est absolument pas ça. C'est juste un problème qu'il y a un État français pour le moment qui est officiel, qu'on a donc se dire que créer un gouvernement dans le gouvernement, c'est problématique, ça peut poser des questions. C'est ça, effectivement. C'est une question juridique, on s'en fout des études. Oui, mais ce qui est intéressant justement, c'est que là, on parle d'un gouvernement qui vient de la base, c'est-à-dire de personnes, de citoyens comme vous, comme moi, qui, tout compte fait, ont compris l'état de déliquescence du système, pas simplement en France en tout cas, ni en Savoie, mais en fait qui ont décidé de reprendre leur destin en main, hein, comme on voit partout maintenant grâce à vos chaînes, et en fait, et qui se disent là, on doit arrêter. Et nous, en Savoie, on a une opportunité incroyable, c'est une opportunité juridique. C'est-à-dire que le gouvernement a été monté par non pas en tant que groupe, on n'est pas un Xème groupe de revendication en fait d'autonomisme, on n'est pas dans l'idée de se séparer de la France parce qu'on en a marre de la France et on va faire. Non, simplement en fait on a démarré. Vous distinguez de la Corse ou de certains mouvements basques de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors autant on soutient leur mouvement en tant qu'autonomie et revendication culturelle, hein, que ce soit la Corse, même la Bretagne, bien que la Bretagne c'est un peu particulier, mais en fait tous les mouvements en fait d'autonomie culturelle, nous les soutenons, mais avec, et moi en ce qui me concerne de par mes activités depuis une trentaine d'années, c'est toujours ce que j'ai fait. Par contre ici on n'est pas du tout dans la même situation. On est dans une situation où il y a un problème juridique qui consiste, et je vais la faire très très courte, on va pas parler d'histoire, on va simplement dire qu'en 1860, il y a eu un traité d'annexion entre la Savoie et la France, enfin entre le duché de Savoie précisément et la France, et entre Napoléon III et l'histoire de Cavour, hein, donc on peut pas trop rentrer là-dedans, et la volonté de faire une Italie qui n'existait pas en 1860, qui est née en 1861, avec justement ce deal entre Napoléon III et le duc de Savoie, Victor Emmanuel II, qui a dit moi je la fais très courte, hein, donc automatiquement schématique, mais moi je veux être roi
Et en fait, il y a quelque chose qui est très bien là, qui m'intéresse beaucoup de par ma famille de Savoie, qui est de Piémont-Sardaigne. Et je voudrais être roi de ce qui va s'appeler maintenant l'Italie. Mm. Et en fait, à partir de là, il y a eu un traité. On a demandé à Napoléon III qui dit oui, ok, je viens de donner un coup de main, mais tu me donnes ton duché. Je la fais humoristique, hein, d'accord, hein, Donc, en gros, là, il y a eu un rattachement de la Savoie à la France sous Napoléon III. Exactement. Alors, ça n'est pas un rattachement, c'est réellement une annexion. Parce qu'un rattachement, ça sous-entend un accord. En fait, là, il n'y a pas eu d'accord du tout de la population. Et voilà. Ce traité, en fait, et donc c'est ça qui a donné naissance à l'Italie. Et vous pouvez regarder, l'Italie est née en 1861, suite à l'annexion. Avant, on parlait de Piémont-Sardaigne, jamais d'Italie. Hein. Alors, en fait, ce qui s'est passé à la fin de la guerre, l'entrée de la guerre, en fait, en 40, il y a eu la mise en jachère, en quelque sorte, de ce traité d'annexion, 1860, et en 1945, création de l'ONU, pour entrer, chaque pays, pour entrer à l'ONU, devait absolument déclarer toutes ses colonies, en vue, évidemment, de décoloniser. Tous les pays l'ont fait, la France l'a fait aussi, sauf pour la Savoie. Et ça, et le fait de ne pas déclarer la colonie en 47, en date limite de mars 48, février 48, eh bien, faisait que le pays qui déclarait pas sa colonie, eh bien, perdait. Pourquoi elle ne l'a pas déclarée? Elle considérait que c'était pas une colonie, finalement, que c'était déjà intégré à l'État. En fait, il y a une histoire alors, où on accepte les traités, le droit, les codes. On sait qu'aujourd'hui, les États actuels, avec l'État profond, marchent allègrement sur tous les textes de loi. Mais là, il se trouve que là, la France, qu'elle le veuille ou non, on sait que la Savoie était très rattachée à la France. C'était juste à côté, on parlait la même langue, on était pareil, des blancs en grande partie, on n'était pas des noirs. Et puis en fait, elle s'est dit je fais rien, on dit rien. Puis surtout la Savoie, c'est une manne financière. C'est l'or blanc avec le ski, c'est l'eau, près de 50% de l'eau douce française vient de la Savoie, enfin plein d'autres choses, des industries du décolletage, etc. La Savoie est très riche. Hein. Donc voilà, vous vous reposez sur cette histoire, on va dire, pour revendiquer donc ce gouvernement. Donc vous l'avez fait, vous avez revendiqué ce gouvernement, vous avez proclamé l'indépendance du territoire. Jusqu'à là, donc quand même, entre le 27 octobre et le 10 avril, il n'y a pas eu de réaction étatique. Alors, ce qui est effectivement très étrange, et pour montrer un petit peu la légalité de tout ça, c'est qu'effectivement, sur le plan du droit international, la Savoie n'appartient plus à la France, qu'on le veuille ou non. C'est pas une question de revendication d'autonomisme. En fait, en Savoie, il y a 1 300 000 personnes. C'est un micro-État. Il y a plus d'1 million de Français. Je suis moi-même né à Lille. Donc il n'y a pas de revendication ni culturelle ni quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'une demande. Moi, en tant que Français, je demande à mon pays de naissance libérer ce dernier pays que vous n'avez pas voulu déclarer. Est-ce que vous avez pris attache avec justement des organisations internationales comme l'ONU? Oui, bien sûr, ça fait 5 ans maintenant qu'on prépare ça, sachant qu'il y a 30 ans de travail derrière, il y a 30 ans de mise en place, de revendication, de compréhension, d'archives, etc., de droit aussi, et on a préparé ce gouvernement depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e année, et ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Hein. Vous savez que la Convention de Montevideo de 1933 nous dit qui est du droit coutumier, donc qui n'a jamais été remis en cause par les États actuellement, définit un État. Pour définir un État, c'est par 3 choses. Une frontière, un peuple pérenne et un gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement permet en fait de pouvoir dialoguer entre les autres pays. Donc, c'est 3 points. Et après, il y a Constitution, il y a tout le reste, mais les 3 points essentiels, c'est ces choses-là. Donc, il fallait automatiquement déclarer un gouvernement et non pas une association. Alors ici, en Savoie, comme ailleurs, il y a eu plein d'associations de revendications souvent autonomistes, ou culturelles, mais ici, il s'agit du gouvernement. Donc là, j'ai compris, vous avez créé votre gouvernement. Ma question, c'était pourquoi toujours pas de réaction entre le 27 octobre et le 10 avril? C'est long. Eh bien, c'est tout simple, et ça depuis 4 ans maintenant, tout simplement parce qu'on a raison. Parce qu'à partir du moment où, imaginez, si ça se fait en France, non pas en Savoie, c'est l'article 410 du Code pénal, c'est sécession ou servité exceptionnelle. Je n'aurais jamais fait ça en France. Si je l'ai fait avec notre gouvernement maintenant, c'est parce que c'est totalement légal.
Vous savez, je suis en retraite, j'ai pas envie de Oui, me retrouver. alors vous considérez que c'est tout à fait légal, mais malgré tout, vous avez eu donc cette vingtaine de policiers qui ont fait, selon vous, cette séquestration arbitraire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette scène? Oui, alors c'est très simple. En fait, il ne s'agit pas d'une interprétation ici, il s'agit réellement d'un fait Non, effectivement mais très l'interprétation, dangereux. ça peut être sur arbitraire, parce que bon, Ben eux oui. vont vous dire que c'est pas arbitraire. Allez-y. Ah mais ils ne le disent pas, hein. Justement, ils ne le disent pas parce que vous allez comprendre pourquoi. Il se Expliquez-nous. trouve qu'à partir du moment où nous n'avons pas de réaction de la part de l'État français, aucune réaction juridique et un silence total, l'omerta totale, et bien simplement parce que ils n'ont pas d'argument juridique. Ce serait très simple s'ils avaient raison et si on avait tort. Le problème, c'est que vous savez très bien que la violence, la force, c'est l'arme du faible, l'arme de celui qui n'a plus rien à dire et qui, tout compte fait, n'a plus que la force. En fait, la France, par rapport à nous, et par rapport à plein d'autres, et il n'y a pas que la France, mais n'a que la force. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nous, depuis 4 ans, nous affirmons cela, mais bon, depuis plus de 30 ans, mais enfin, donc, depuis la création du Conseil gouvernemental d'État de Savoie et du gouvernement depuis le 27 octobre dernier, eh bien, nous avons simplement affirmé que la France doit partir, que la République française doit partir, elle doit respecter les textes internationaux et particulièrement le traité de paix de 47, et que donc on leur écrit. À partir du moment où on leur écrit, ils ne répondent évidemment jamais. Hein, nous dépensons des centaines d'euros en lettres commandées pour pouvoir et on a évidemment les retours dont de l'État français et de toutes les administrations. Aucune ne nous répond, aucune. Sauf dans le journal local ici, le Dauphiné, en novembre, pour nous dire qu'ils ont bien reçu, les magistrats ont bien reçu cela, un courrier. Mais par contre, donc nous sommes allés le mercredi 10 avril à la préfecture. Vous voyez la préfecture, qui est ex-préfecture, qui est derrière moi en image. Hein, qui est en fait le siège du gouvernement. Il y a toujours la capitale est Chambéry, et volontairement cette image montre que c'est là où nous devons siéger. Je devrais d'ailleurs vous appeler maintenant, hein, je vous appelle de mon bureau, mais quoi qu'il en soit, nous nous sommes rendus, donc n'ayant pas de réponse, dans ce siège de notre gouvernement, qui est historique depuis le XIe siècle. Et la Savoie a 1000 ans d'existence. Hein. C'est un duché. Oui, alors racontez-nous un peu la scène, parce qu'on perd du temps. Oui. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant déposer cette lettre, on a essayé de contacter différentes personnes pour leur dire que, ben voilà, on va remettre la lettre au préfet pour leur dire, ben voilà, écoutez, faut faire les négociations, ce qu'on appelle remise-reprise, pour partir, parce que légalement, vous ne l'êtes plus du tout depuis l'année dernière. Et on a eu de très bons contacts. On est resté une demi-heure. Nous étions 5 ministres du gouvernement et moi-même. Et quand nous sommes sortis, donc, après avoir remis le courrier, non pas au préfet, il n'était pas là, mais au service du courrier, on a fait à peine 100 mètres que sont ceux en sortant de notre gouvernement, de notre siège gouvernement, et on s'est fait arrêter par 3 motards de la police nationale qui nous ont demandé nos papiers. Là, on venait justement de quitter le chef de la sécurité avec une discussion très 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 gentille, très agréable, et donc aucun problème. Et on leur dit, mais attendez, c'est quoi le problème là? Vous voyez, 5 papy mamie, parce que bon, on est de 64 ans à 70 ans. Et on leur dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est? Ben, on nous a dit qu'il y avait eu une invasion de la préfecture par un groupe de Savoyards. Donc, alors là, on rigolait. Le responsable des 3 nous dit, mais attendez, c'est vous? Ah bah oui, je dis, pourquoi vous nous attendiez à quoi? On était rentrés avec des battes de baseball et puis des kalachnikovs. donc, ils ont rigolé. Et on voit arriver sur 3 voitures de police et 17 policiers qui se descendent de la voiture. 17, hein. Donc, dont le commissaire, les gradés, enfin, donc, pareil, votre identité, etc. Donc là, on leur a dit, écoutez, vous arrêtez ce cinéma, vous rentrez chez vous, on est ici chez nous, on n'a pas à vous donner notre identité. On avait rendez-vous à la cour d'appel de Chambéry pour déposer un autre courrier, et il se trouve qu'on leur dit, écoutez, vous nous suivez, on ne vous donne pas notre identité, vous la connaissez de toute façon, tout ça c'est de l'intimidation. Oui. Donc, cowboy, c'est on va donc, on se rend et on est parti sans donner notre identité, on les a laissés là, hein, les 17 la ministre républicaine. Et en fait, donc on se rend au tribunal qui est à quelques minutes de là. Voyant l'heure, presque midi, on se dit, bon, on va attendre 14 heures. Il y a le restaurant qui est juste en face,
donc de la cour d'appel, des arts d'ailleurs, et on s'installe midi moins le quart, on commence le déjeuner avec une soixantaine de convives qui étaient tout autour, et puis bon, nous on était au centre du restaurant, et arrivé midi et demi, on voit arriver un policier, deux policiers, trois policiers devant la vitre, une voiture, gyrophare, deux voitures, trois voitures, et évidemment, là, on se dit, il y a anguille sous roche, et on voit d'un seul coup rentrer 20 policiers dans le restaurant, comme ça, venir nous entourer devant le public médusé, venir nous entourer trois policiers chacun derrière nous, hein, et en nous disant veuillez nous suivre. Oui. Alors, il s'est passé quoi? Vous avez été mis en garde à vue? On leur a dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Bien sûr que non, on vous suit pas. On termine le déjeuner, puis on discutera avec vous dehors. Oui. Il n'y avait rien à faire ici. Et donc, le commissaire qui dit, bon, refus d'obéissance, embarquez-les. Et effectivement, ça s'est fait. Bon, moi, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis dit, mais hors de question, j'ai eu les menottes derrière le dos, poussé, enfin voilà, une vertèbre, enfin pas des vertèbres, en tout cas des côtes abîmées, tout ça. Retrouvé le soir aux urgences avec une de mes collègues, donc qui était la ministre de l'instruction, qui en fait, elle s'est vue plaquer parce qu'elle refusait qu'on la touche, ne me touchez pas, 70 ans. Hein. Une femme qui mesure un petit mètre 70 et en fait plaquée sur la table parce qu'elle refusait d'obéir, menottes derrière le dos. Je vous assure que voir ce spectacle et tous les gens qui ont vu ce spectacle qui a été filmé, j'ai demandé donc en sortant, parce que bon, je ne me suis pas laissé faire comme ça, filmer, regarder. Après, donc ça s'est terminé comment cette histoire finalement? En fait, on s'est retrouvé à l'hôtel, dit l'hôtel de police, c'était pas un hôtel 5 étoiles, dans un couloir pendant 2 heures, avec les menottes. Moi, j'ai gardé 2 heures les menottes dans le dos. Hein, oui. C'est vrai que j'étais grand terroriste. Et puis en fait, pour nous dire que bon, on vous signifie que vous allez être entre 24 et 48 heures sur l'ordre du préfet en garde à vue pour une enquête comme quoi vous auriez fait du trouble à l'ordre public, enfin, etc. Hein, et vous voyez le trouble que l'on a fait. Hein. Donc c'est sur trouble à l'ordre public finalement qu'il vous arrêtait. C'est pour ça. Enfin, à l'intérieur du château, enfin, etc. Donc de notre ciel, hein, quand même. Et tout ça pour dire que au bout de 3 heures, quand parce qu'on n'a pas pu appeler ni avocat, ni procureur, ouais. etc. Et au bout de 3 heures, le procureur, ayant eu connaissance de cela par le biais d'une première audition d'un des 5, qui était le ministre de l'Intérieur, eh bien, ayant connu ça, s'est dit là, mais vous êtes totalement fou, mais libérez-les tout de suite, vous ne comprenez pas du tout ce que vous faites. Donc là, c'est une atteinte au droit international et la violation de la Convention de Vienne. Qui a dit ça? Alors, le vice-procureur qui leur a dit libérez-les tout de suite, sur le champ, pas d'audition, pas d'enquête, dossier clos pendant 1 an. Donc, parce que effectivement, la France veut tout faire pour ne pas parler de la Savoie depuis plus de 35 ans, que l'on est au courant, effectivement, qu'il y a un problème de droit et que la France n'a plus du tout de l'égalité sur la Savoie depuis 47. Et puis, évidemment, il fallait surtout pas en parler. L'omerta est coupée. Donc, vous considérez finalement, pour conclure, je suis désolé, mais on a largement dépassé le temps. Le substitut du procureur par cette prise de parole et cette décision de vous libérer tout de suite en disant vous faites n'importe quoi, en gros, eh bien, ce serait une reconnaissance finalement de votre statut. Comment expliquer ça? Si nous étions vraiment les voyous, qu'ils avaient l'air de nous faire lancer de l'intimidation, on aurait fait nos gardes à vue. Là, en fait, dès que le procureur a eu connaissance de ça, et merci à la justice française en l'occurrence, qui n'est pas on peut la critiquer, mais là, on peut la remercier, et pour avoir compris que là, il y a un vrai problème de violation du droit international, et que là, à partir de ce moment-là, l'omerta française est terminée par rapport à la Savoie. Et entre autres, je vous remercie de contribuer au fait de briser cette omerta par vous et puis par d'autres interviews que nous avons d'ailleurs régulièrement toutes les semaines. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué un petit peu la suite de cet épisode du gouvernement de Savoie. Merci beaucoup Thierry Bécourt, donc président de ce gouvernement de Savoie et donc libéré par le vice-procureur également de Savoie. Merci beaucoup.